Mon nom, c'est Isabelle Provencher. Je viens vous entretenir d'une partie d'une recherche qui a été menée en 2012 sur les tendances de la participation à la mesure de formation. La mesure de formation est l'une des 5 mesures actives d'emploi du régime d'aide sociale. Alors, je vais d'abord, ce ne sera pas long, c'est pas grand-chose, je vais d'abord présenter un peu la mesure dans le régime d'aide sociale, la mesure de formation. Ensuite, on va regarder, je vais parler quelques mots sur l'étude qu'on a faite sur les tendances de participation. Ensuite, je vais plus vous entretenir, et c'est le lien avec la journée d'aujourd'hui, sur le volet 2 de cette recherche-là qui a suivi la recherche descriptive pour aller voir un petit peu plus, donc certains résultats étaient surprenants, qu'est-ce que les acteurs avaient à en dire. On a interrogé plusieurs genres d'acteurs, mais je viens vous parler aujourd'hui des agents d'aide sociale, donc les professionnels des centres locaux d'emploi que vous connaissez, là, leur rôle un peu par le fil. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont spécialistes de la persévérance, comme vous l'êtes, mais c'est quand même des gens qui accompagnent des clients à l'aide sociale. Donc, et pour ce volet-là, on leur a demandé de nous parler de la mesure chez les jeunes de moins de 24 ans qui retournent à l'école en formation générale. C'était là qu'on avait des résultats plus surprenants. Alors, on parle beaucoup de la réforme de l'aide sociale présentement avec le projet de loi 70. Il faut d'abord se dire que ce n'est pas une réforme qui vient changer grand-chose. On est vraiment sur des modalités de dispensation parce que finalement, dans les pays de l'OCDE, depuis les années 90, on est rendu que les régimes d'assistance publique sont devenus partie prenante des politiques publiques de l'emploi. C'est pour ça qu'on parle d'employabilité quand on parle d'assistance. Et au Canada, ça c'est des compétences de nature provinciale, mais au Canada, c'est devenu concret quand, en 90, on est passé du régime d'assistance publique du Canada au transfert social canadien en matière de santé et services sociaux. Puis là, on a donné des poches d'argent aux différentes provinces en disant organisez-vous maintenant et faites en sorte d'activer les politiques passives de remplacement du revenu que sont, par exemple, les politiques d'aide sociale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le milieu des années 90, dans l'ensemble des pays occidentaux, les régimes d'aide sociale sont des pièces qui servent à l'État à assumer son rôle, qui n'est plus centré aujourd'hui sur la distribution des richesses, la poursuite du bien commun, mais sur le rôle suivant. L'État, maintenant, son rôle, c'est de s'assurer que tous les individus, le plus possible, puissent assumer leur autosuffisance. Et lui, son rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement du marché du travail. L'aide sociale, maintenant, ça s'inscrit là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'employabilité, puis que l'aide sociale, elle est au service du développement de l'employabilité des individus, puis c'est le rôle de l'État de soutenir ça. Bon, ça, c'est juste un peu pour placer notre régime. Donc, au Québec, on va dire que on va placer, le régime va dire, on met sur pied des parcours individualisés vers l'emploi, avec des itinéraires personnalisés pour donner aux personnes sans emploi l'accès à des mesures qui favorisent le développement de leur employabilité. La mesure de formation est une des 5 mesures actives d'emploi. Donc, c'est la plus importante. Il y a à peu près 50 000 personnes qui s'y inscrivent à chaque année. Plus de 35 000 individus s'y inscrivent à chaque année à la mesure de formation. Alors, pourquoi qu'à l'aide sociale, on met sur pied une mesure qui favorise le retour à l'école? C'est parce qu'on sait que la formation, c'est un facteur qui favorise l'insertion professionnelle. Les individus sous-scolarisés sont plus exposés à des emplois précaires, plus à risque de vivre des périodes prolongées de chômage. Je n'en rien à personne ici. Donc, pour nous, au Québec, ça prend forme dans la mesure de formation de la main-d'œuvre, volet individu, parce que d'autres volets là, qui sont d'autres choses. Et c'est dans le fond une mesure de soutien à l'insertion professionnelle qui combine formation et accompagnement. Et voilà, plus de 35 000 individus s'y inscrivent à chaque année. La mesure, elle vise à aider les personnes à intégrer le marché du travail et à s'y maintenir par l'acquisition de compétences qui sont en demande sur le marché du travail. Et la mesure s'adresse plus spécifiquement aux personnes à risque de chômage prolongé et confrontées à des barrières à l'emploi. En gros, la mesure de formation, puis peut-être vous la connaissez, là, ça s'applique. Les activités de formation qui rentrent dans la mesure sont
l'alphabétisation, la francisation, l'apprentissage d'une langue autre que le français, c'est tout petit, mais il a la formation technique collégiale, la formation professionnelle secondaire et la formation générale, comme formation générale préalable à la formation professionnelle. Alors, c'est pas mal les grosses catégories d'activités de formation. Et pour la mesure de formation dans son ensemble, on a fait une étude de tendance des participations. On a étudié 387 960 participations à la mesure entre 2005 et 2011, donc toutes les entrées à la mesure et les sorties. 387 000 participations pour 214 183 individus, parce que un individu pouvait faire plus d'une participation, particulièrement ceux qui commencent en alphabétisation et qui après vont en formation générale, par exemple. Ils vont en faire 2 dans la période 2005-2011. Donc on a traité ça, juste pour vous dire que c'est pas de ça que je vais parler, mais c'est juste pour vous dire où se place la formation générale des jeunes à l'aide sociale. Tous ceux qui participent à la mesure de formation, tu sais, les 214 000, 40,1% de ces gens-là ont moins de 29 ans. Les catégories du ministère, c'est 0,19, 19, 29. Fait que 0,19 c'est 5 19, 29 c'est le reste, 35 points quelques. Donc, puis ça peut être des gens à l'assurance emploi ou des gens à l'aide sociale, pas juste pour les restés sociaux, mais la proportion, que ce soit à l'assurance emploi ou à l'assistance sociale, c'est à peu près la même. Donc, tu sais là, 40 35 là, c'est à peu près, donc c'est un bon pourcentage de l'ensemble des 385 000, mais plus précisément, pour ceux qui sont à l'aide sociale et qui sont admis à la mesure de formation, 29,4% exactement s'inscrivent en formation générale préalable à la formation formation professionnelle. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est secondaire. Bon, ça ne comprend pas les gens d'alpha, mais c'est une des grosses catégories de formation qui est prise par les gens à l'aide sociale. Donc j'ai dit, dans les personnes à l'aide sociale qui s'inscrivent à la mesure de formation, peu importe la formation générale, l'alphabétisation, la formation technique collégiale ou professionnelle secondaire, une personne sur 3 qui s'inscrit à la maîtrise n'a pas terminé son diplôme d'études secondaires. Ça va soit en alpha, en francisation ou en formation générale. Voilà. Les données qu'on a, et c'est pourquoi ça nous a amené au volet 2, quand on a fait les tendances de la participation, on a constaté qu'entre 2005 et 2011, moins d'une participation sur 3 est complétée dans la formation générale secondaire. 71,5% des participations sont interrompues. Donc, c'est quand même un taux significatif. Donc, c'est plus de 7 sur 10 qui commencent sur la mesure, tout âge confondu, là, mais on sait que le groupe des jeunes est plus important, ne termine pas, interrompre avant la fin. Donc, les résultats qu'on a obtenus dans ce premier volet de la recherche ont montré un taux important de... Ça, c'était mon voyage. Bon, mon voyage, j'aurais dû le faire. Un taux important d'interruption. Donc, on est allé faire un deuxième volet plus qualitatif pour savoir qu'est-ce que plusieurs agents, on a rencontré des gens comme vous, qui font des services d'accompagnement dans les milieux de formation ou dans des organismes communautaires et qui sont en lien avec Emploi Québec. Mais je vais parler juste des gens des centres locaux d'emploi et on leur a demandé un peu leur avis de professionnels en charge de cas, de clients MFOR qu'on appelle, jeunes MFOR, et leur demander un peu qu'est-ce qui pour eux limitait ou était un facteur qui favorisait la réussite académique. Bien sûr, ce ne sont pas des gens des milieux scolaires et des milieux académiques, mais c'est des gens qui sont en contact, fait que ils vous apprendrez rien que vous ne savez pas déjà, mais c'est un peu la parole de ces gens-là. Donc, je vais présenter les discours des agents d'aide sociale sur la mise en application de la mesure de formation auprès des jeunes de moins de 24 ans, parce que c'est sur ça qu'on leur a demandé de nous jaser, sur les enjeux de la réussite académique, puis les enjeux d'application de la mesure. Ça, je te dis. Non, voilà. Alors, la première chose dont on peut parler, c'est l'admission et le suivi à la mesure. D'abord, l'admission à la mesure de formation, c'est l'enjeu du libre arbitre. Ça revient pas mal à l'agent d'aide sociale dans son bureau.
de déterminer si la personne doit, maintenant, plus tard, pas du tout, être admise à la mesure de formation. Alors, c'est dans le cadre d'une mesure du régime d'aide à l'emploi et le régime d'aide sociale. Donc, l'agent regarde dans ce temps-là le degré d'employabilité, le degré de support et de stabilité dans le milieu de la personne, puis à quel point le projet d'études est articulé. Et si ce projet d'études correspond aux formations qui sont admissibles à la mesure par Emploi Québec, parce qu'Emploi Québec va financer des mesures qui sont en demande sur le marché du travail. Donc voilà, ce que les gens disaient, c'est que si le jeune a un degré très faible d'employabilité en regard du marché du travail et qui a un intérêt manifesté à poursuivre une formation qui est acceptée par Emploi Québec, qu'il ou qu'elle possède les ressources minimales pour réussir son programme de formation, on va le prendre. Si l'employabilité est élevée, on va plus l'envoyer vers des services d'aide à l'emploi. Les jeunes en grande précarité sont davantage orientés vers des mesures d'insertion autres. Et là, finalement, ce qu'on s'est fait dire, c'est que ce qu'on fait beaucoup maintenant, c'est l'admission à rebours. Donc, même quand un jeune, parce qu'ils nous parlaient des jeunes dans leur mesure, dans ce dossier-là, il y a ce qu'il faut, on va dire, fais-moi un beau 3 mois pour valider que ça va marcher. Parce qu'ils sont, sans avoir les statistiques, ils voient bien dans la réalité que souvent ça ne marche pas. Alors, c'est l'autre chose qu'ils nous ont dit, c'est un peu l'admission à rebours. Avant, on référait si c'était admissible, mais maintenant, on demande de faire ses preuves, puis comme ça les habitue à se remettre un peu, etc. Donc, il y avait 2 choses qui étaient exprimées par rapport à ça. Il y avait le fait que l'admission varie selon l'interprétation de l'agent, malgré les lignes directrices. On associait ça soit au domaine de formation de l'agent, soit à son caractère, à sa façon de travailler. Et il y avait aussi un malaise exprimé sur cette marge de manœuvre. Contrairement à d'autres aspects du travail, où, oui, il y a une marge de manœuvre qui est connue, mais qui ne crée pas nécessairement de malaise. Par rapport à l'admission, c'était comme un peu, on est quasiment un peu trop laissé à notre libre arbitre là-dessus. Et l'autre chose qui se disait aussi, c'est quand on arrive avec des compressions budgétaires, parce que vous savez que le budget il est suivi de mois en mois. À un moment donné, il y a un mot qui sort dans le clé. Là, on est pas mal flush sur les transports accompagnement médicaux, on est pas mal flush sur, quand on reçoit le mot, on est pas mal flush chez Mesure fort, là, on ferme un peu. Ça, c'est quelque chose aussi, ben c'est ça, hein? Le régime public, ça marche, ben, c'est la réalité. Quand il y a des restrictions budgétaires, on va être appelé à, on ne donne plus de oui. Avant de référer quelqu'un, on le met sur une liste. Donc, on va dire, c'est sûr qu'on essaie d'être pareil, mais c'est sûr qu'on voit les différences avec d'autres clés. Moi, je peux refuser d'envoyer quelqu'un dans un tel domaine parce qu'il est restreint, en parlant de l'accès à l'emploi, puis il arrive à son école, puis il y en a plein qui sont référés par Emploi Québec. Donc, c'était un malaise qui s'exprime. L'autre enjeu, c'est le suivi, parce qu'une fois admis, c'est le suivi. Et comment se passe, et quel est le rôle de l'agent local d'emploi dans le suivi de la formation? Il y a 2 volets dans le suivi. Le premier volet qui est un suivi d'ordre administratif qui consiste à vérifier l'éligibilité de la personne à la mesure tout au long de sa formation. Et l'autre qui est plus le suivi d'accompagnement social qui peut être fait dans les organismes en contrat avec Emploi Québec ou par l'agent. Dans les faits, on comprend bien que le suivi administratif relève de l'agent et que souvent il prend beaucoup de son temps et il fait peu de ce qu'on appelle l'accompagnement en cours de formation. Voilà, je vais pas aller trop loin là-dedans. Je vais parler surtout du volet administratif effectué par les agents. Donc, il dit c'est surtout du suivi administratif lié à la vérification de l'admissibilité et le principal outil, c'est le rapport mensuel d'absence. Donc, ce que l'établissement d'enseignement envoie à l'agent sur l'assiduité de la fréquentation de la personne. Et il y a une règle, il y a une procédure qui dit que quand il y a 10 d'absence dans un mois de fréquentation à l'école, la personne reçoit un avertissement. La deuxième fois, elle est mise dehors de la mesure. Dans la réalité, les quelques entrevues qu'on a pu faire, on a pu voir que ce n'est pas appliqué à la lettre. Et là, il
il y a aussi une variation selon les agents, mais ça n'a pas sorti comme quelque chose qui rendait inconfortable. On va dire quelqu'un qui n'est jamais là à sa formation on va finir par l'enlever de la mesure. C'est sûr. Mais à un agent, ça peut prendre un mois de plus, à moi, ça peut prendre 2 mois de plus, à l'autre, il va le faire tout de suite. Généralement, quand il y a 2 fois la règle du 10 quand ça arrive, le 2e mois que ça arrive, là, il va y avoir un rappel des conditions de participation. Ce n'est pas un dehors tout de suite, là, mais il y a un rappel. Ça, il nous témoignait de cette réalité-là. Voilà. Puis, par rapport à ça, la gestion des absences, il disait, ce qu'on essaye de faire beaucoup, c'est de se fier au chef d'équipe ou de discuter avec le chef d'équipe pour avoir, parce que c'est des professionnels aussi, ils cherchent une cohérence dans leurs interventions, et c'est tout à fait normal et logique. Donc, il disait, on se réfère beaucoup au chef d'équipe pour ça, puis des fois, on voit des variations entre les clés. Mais à l'interne, on essaye pas mal de... Il faut dire qu'il y a des petits clés. Nous, on a fait notre recherche dans 3 régions, Mauricie, Capitale-Nationale, Montréal, donc on a rencontré les gens, puis dans les plus petits clés, des fois, tu as un agent, il y a toutes les M-Forts. Dans un autre clé plus gros, l'agent, il va avoir toutes les 19-24, dont les gens l'aiment fort. Fait que, dans certaines clés, ce n'est pas un enjeu. Et on leur a demandé de nous parler, selon eux, des déterminants de la réussite des activités de formation. Alors, ils nous ont parlé des déterminants liés aux individus et des déterminants liés au programme de formation comme tel. C'est ça. C'est leur parole à eux que je vous... ce qui apparaît beaucoup quand on leur demande, pour vous, à partir de votre expérience, qu'est-ce qui vous fait... c'est quoi qui favorise, c'est quoi qui limite le succès des jeunes à l'aide sociale qui sont inscrits à la MFOR en formation générale? La première chose qui est sortie, c'est l'âge. L'âge des participants. Ils ont été une majorité à dire au-delà de 24 ans, ça va beaucoup, beaucoup mieux, qu'il y a plus de motivation. La probabilité de ne pas compléter diminue avec l'âge. Et ça venait confirmer les analyses qu'on avait faites dans le volet 1, évidemment, à l'effet que le taux d'interruption à long terme baissait à mesure que l'âge augmentait. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont dit. Le niveau de précarité, le niveau de scolarité, j'ai dit? Oui, le niveau de scolarité au moment de débuter la participation, évidemment, les agents, ils sont dans la mesure M-Fort, les jeunes ne sont pas tous en formation générale, il y en a qui sont en formation professionnelle, il y en a qui sont en alpha. Donc, ils disent, c'est sûr qu'un jeune qui s'en va en formation professionnelle secondaire, il va y avoir plus de monde qui vont terminer. Par contre, les absences dans les programmes de formation professionnelle coûtent plus cher parce que là, c'est du savoir qui est perdu. Tandis que quand ils sont en formation générale, quand même qu'il y a des absences, c'est des modules, puis c'est un peu plus... En tout cas, eux, c'était comme ça qu'ils l'expliquent. L'autre déterminant, toujours lié aux individus, c'est le niveau de précarité financière. Évidemment, quelqu'un qui déménage 4 fois en 6 mois, qui vit chez un, qui vit chez l'autre, même si au moment où il était admis à la mesure, il était à peu près stable, là, il s'est passé toutes sortes de choses. C'est des gens dans des grandes conditions de précarité. Là, les agents nous disaient, mais c'est difficile d'être investi dans un programme de formation quand tu as ta vie de tous les jours là, qui est un mess incroyable, puis il faut que tu t'ajustes, tout ça. Ça, c'était dans les choses qu'ils disaient. Il ne disait pas que ouais, voilà, c'est ça. L'autre, c'est le niveau c'est ce niveau de précarité financière. Il ne disait pas, ce sont des agents d'aide à l'emploi, il ne disait pas c'est une cause de l'échec académique. Il disait c'est lié à... Ça favorise être trop précaire financièrement, c'est peu compatible avec un investissement dans les programmes de formation, ça limite les capacités de réussir. Ensuite, ils ont parlé de la présence-absence d'un réseau de proches, là, ils ont parlé beaucoup de la famille et des amis. Quand, par exemple, il y a le temps de faut déménager, parce que là, mais qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider à déménager, ou que là, pour une raison X, ton enfant, tu dois le faire garder le soir parce que tu as telle chose à rendre pour le lendemain, que là, il y a quelqu'un qui peut te dépanner. Évidemment, ça, c'est quelque chose que les agents nous parlent beaucoup, et on va voir un peu plus tard dans ce qu'ils ont dit par rapport à la relation d'accompagnement. Ça, c'est pour les déterminants liés aux individus. Ça vous apprend sans doute pas grand-chose que vous ne savez pas déjà. Ensuite, les déterminants liés au programme de formation. Les agents d'aide à l'emploi ont parlé des types de contenus de formation. Une formation,
médecin spécialisé, qui a une formation qui amène à l'exercice d'un savoir-faire spécialisé comme en formation professionnelle, nous apparaît, les jeunes ça m'apparaît plus facile du succès que les maths, le français, etc. Ils ont parlé de la taille des groupes, en parlant de l'importance souhaitée de groupes plus restreints, où ce que particulièrement les gens en plus grande précarité puissent être entourés davantage. Ils ont parlé du rythme de la formation, en formation générale, en comparant avec l'alphabétisation. Dans certains groupes d'alphabétisation, c'est 3 jours et demi par semaine. C'est pas mal plus mangeable, faisable, qu'un 5 jours semaine à l'éducation des adultes. Ils nous ont parlé aussi des autres facteurs qui limitent, selon eux, le succès de la mesure. Évidemment, sa nature limitée, parce que, bon, la nature le fout. La charge, là, ils ont parlé des autres. La charge de cas des agents, ils ont dit c'est la principale limite parce qu'on est très, très limité dans les interactions qu'on a avec nos personnes. Et ça nous empêche de connaître son environnement. On ne parle même pas des intervenants à l'école, on a même de la misère à avoir un contact soutenu. Or, des fois, ces gens-là, me disaient-ils, il n'y a personne d'autre autour. Je suis peut-être la seule figure stable du réseau, puis je suis l'agent d'aide sociale. Ils ont parlé de l'absence-faiblesse des habitudes de concertation à l'interne. Ils sont aussi chacun tout seul un peu dans leur gestion de cas. Et des fois, ils souhaiteraient qu'on se parle davantage de comment on fait nos affaires, des gens qu'on suit. Puis on parlait évidemment de l'absence ou de la faiblesse des liens, encore plus avec les milieux de formation. Et ils ont parlé de la faiblesse des liens avec les organismes chargés de l'accompagnement social auprès des jeunes admis à la mesure. Là-dessus, je dois dire qu'il y a des discours très différents entre les gens qui sont dans les organismes et les gens des centres locaux d'emploi, parce qu'on a interrogé les gens des centres locaux, les gens aussi des organismes. On n'a pas pu interroger ceux qui étaient dans les organismes, dans les établissements de formation, mais les discours là-dessus sont différents. Dans le sens que les agents d'aide sociale disent on les connaît pas, vraiment. On les connaît pas. Et les agents et les gens qui sont dans les organismes disent c'est dommage qu'on ne les connaisse pas plus, puis il faudrait les connaître plus. Fait qu'il y avait comme les agents d'aide à l'emploi parlaient plus des institutions de formation, des formateurs, des enseignants, du personnel-là, que des organismes en développement d'organismes. Voilà. Et la conclusion, ça nous amène à l'influence des professionnels sur la ligne de feu des services publics de l'emploi dans l'action aux mesures. C'est sûr que l'évaluation des mesures d'aide à l'emploi, dont la MFOR, ça met encore dans la recherche peu de place aux données, aux informations qui se passent sur les interactions entre les professionnels des services publics aux premières lignes et les individus assistés. Donc, on va regarder, par exemple, sur les 387 000, dans quelle formation ils ont abandonné, où ils ont, alors c'est quel âge et quel type de contraintes à l'emploi, mais on regarde peu, dans le fond, ce qui se passe, comme si ça ne comptait pas, ce qui se passe entre l'agent d'aide à l'emploi et la personne. Or, juste pour l'accès aux mesures, c'est une grosse influence. Et c'est tout dans un contexte d'externalité des services de main-d'œuvre, où les États se sont de plus en plus confiés l'accompagnement social, pour l'appeler comme ça, en cours de formation, pour parler de la formation, à des organismes à l'extérieur, mais il n'y a pas de lien entre ces organismes-là et l'État, pas assez, dans le day-to-day life des personnes, notamment parce que les agents de cas, ils font beaucoup de suivi administratif sans avoir beaucoup d'espace pour faire autre chose. Voilà, j'ai fini.